médical fondé sur cette idéologie scientifique dominante comme un processus qui comme il exproprie les individus de leurs moyens de travail, de leurs produits, de leur force de travail, les exproprie aussi de la santé et de la maladie. De même qu'ils doivent renoncer à la libre disposition de la force de travail en faveur de patrons, ils doivent renoncer à la souveraineté corporelle pour confier leur corps à l'autorité médicale. Et devenus ainsi de purs objets du regard scientifique froid d'un médecin tout-puissant. D'ailleurs, ça rappelle aussi un peu la critique de Michel Foucault. Hein. Ça va dans le même sens. Hein. Voilà. Les patients sont privés partout pendant l'hospitalisation de leur autonomie et même de leur liberté. Vous savez, si vous êtes sous perfusion, hein, j'ai vu tout ça, si vous pendant plusieurs semaines, vous êtes sous perfusion à l'hôpital, vous avez pratiquement perdu toute autonomie, toute liberté. Hein. Ça devient insupportable. Hein. Et c'est vrai, la soumission à la science du médecin conditionne les individus à se soumettre à ceux qui savent et à déléguer tous les pouvoirs aux experts. Et à l'hôpital, bien sûr, c'est le chef de service qui décide de tout, hein, c'est vrai. Donc, la soumission à l'autorité médicale et la soumission à l'autorité technocratique vont de pair. Il n'est pas de pays qui compte autant de vaccinations obligatoires que la France. Pas de pays non plus le pouvoir de l'administration centrale sur les citoyens soit aussi prononcé. Et ce qui caractérise donc ce système dominé par l'idéologie de la hiérarchie, c'est qu'au sein même de ce système, la position la plus élevée est toujours accordée aux mandarins hyper spécialisés, capables de diagnostiquer le cas exceptionnel qui ne se présente qu'une fois sur 1 million. Autrement dit, le mandarin hyper spécialisé, détenteur d'une compétence nécessairement rare, puisque, voilà, je termine, hein, comme ça, les maladies qu'il étudie sont exceptionnelles. Mais il fait progresser la science et perpétue par là le monopole et le pouvoir de la profession. Voilà donc c'est la déshumanisation de la médecine. Nous habitons, alors évidemment, on peut dire c'est des critiques qui sont des critiques très radicales, on peut les partager, on peut aussi ne pas les partager, etc. Mais évidemment, là, on aussi, avec Illich, il pointe un problème de notre société, évidemment, qui, alors, tout le système de la santé, alors, est en crise, inconditionnellement en crise, et que les réponses nécessaires n'ont pas encore été trouvées. Hein. C'est ça, on en discute, hein, de la fin de vie. C'est au Parlement, c'est aux parlementaires, aux politiques, de trouver des solutions pour les problèmes les plus urgents qui sont posés par ce système. Voilà. Je vous remercie. Donc, avant de prendre aussi des questions de la salle, moi j'en ai une et j'aimerais qu'on revienne peut-être un peu vers donc plus le côté écologie politique. Vous avez parlé un peu des visions que André Gorz avait. On a eu quelques mots-clés, on a parlé de convivialité, de sobriété, de détournement du productivisme. Quelle était concrètement sa vision pour la société et quelle pourrait être aujourd'hui aussi un peu l'inspiration du mouvement écologique ou écologiste d'aujourd'hui en fait? Quelles leçons à tirer de l'œuvre de Gorz aujourd'hui au niveau de cette écologie politique? Oui, c'est une question intéressante, évidemment. Quelles leçons à tirer? Je pense qu'il n'est pas tout à fait oublié que les Strong et que, comme je disais, donc il était un visionnaire, était sans doute avec son pronostic très en avance de son temps, mais qu'il avait évidemment, parce que en 2007, alors
Alors que depuis, alors la société a encore évolué, alors il y a eu des évolutions, il y a des choses, évidemment, qu'il n'a pas pu prévoir. Mais en même temps, il était un visionnaire si grand qu'il a, effectivement, diagnostiqué un grand nombre de problèmes qui aujourd'hui, alors, sont toujours, cherchent toujours une solution. Il a surtout donné des éléments, par exemple, aux écologistes, mais non seulement aux écologistes, on peut dire à l'ensemble de la classe politique de réfléchir, n'est-ce pas, pour éviter la grande catastrophe écologique qui se prépare si des mesures urgentes, absolument nécessaires et inévitables ne sont pas prises ni très rapidement. Alors, je dis tout simplement, n'est-ce pas, que la conférence de Paris de 2015 sur le climat, par exemple, sur le climat, donc Gortz avait déjà dit qu'on doit s'attendre à une catastrophe qui est liée, évidemment, au problème que si les émissions de gaz à effet de serre, les émissions CO2 ne sont pas réduites, par exemple, ici jusqu'à l'an 2030 de 50%, donc le réchauffement de la Terre qui devrait être limité à 1,5%, donc il sera largement dépassé. Alors, il s'est produit, donc, évidemment, que 94 pays accrédités à cette conférence. Tous les dirigeants ont signé, disons, ce papier, donc c'est ces résolutions finales, mais très peu ont été de pays. Alors, aucun des pays a appliqué réellement les décisions de la conférence de Paris. Au contraire, le résultat est donc que les émissions CO2 continuent à augmenter, que le réchauffement climatique s'aggrave d'année en année. On a vu bien ça dans ces dernières années, n'est-ce pas? Donc, voilà, sous la forme, provoquant des inondations, des phénomènes climatiques extrêmes sont devenus de plus en plus fréquents, jusque dans cette région que vous habitez, jusqu'ici, avec des inondations, avec des pluies torrentielles, etc. De toute façon, ce n'est qu'un début. Si ces mesures, s'il n'y a pas des mesures draconiennes, on peut dire, de limitation des émissions CO2, des décisions à prendre plus ou moins immédiatement, on va vers une catastrophe climatique d'une grande envergure. Les signes avant-coureurs sont déjà là. On peut vous rappeler ce qui s'est passé, les pays entiers comme le Pakistan qui ont été inondés, n'est-ce pas, il y a 2 ans. Et, alors aujourd'hui, c'est la situation militaire aérienne, etc., qui est également de plus en plus concernée. Et Gortz, ce n'était pas un professeur, il n'avait rien, par exemple, d'un intellectuel classique et typique. C'est un cas, je dirais, tout à fait exceptionnel d'un homme qui, même s'il n'avait pas de... Il est devenu un grand philosophe, alors qu'il n'avait pas de diplôme universitaire pour cela. Il avait juste un diplôme, justement, d'ingénieur chimiste de l'école polytechnique de Lausanne, c'est tout. Alors, il aurait eu, normalement, de s'inscrire en Sorbonne pour soutenir une thèse, pour préparer l'agrégation de philosophie, pour soutenir un doctorat d'État, etc., et puis devenir enseignant, au lycée, etc., comme l'a fait d'ailleurs Sartre. Non, rien. Gortz il n'avait pas de diplôme. C'est un génie, on peut dire, parce que, évidemment, à mon avis, c'est à cause de cette identification énorme avec Sartre. Hein. Donc, c'est tellement identifié, alors qu'il n'avait pas besoin, il ne voulait pas enseigner, il n'avait pas besoin d'une chaire
de philosophie, il voulait vraiment publier, il était bien dans ce rôle de journaliste écrivain, c'est vrai. Il ne voulait pas donner de leçons non plus, c'était pas ça, c'était son rôle. Mais il était doué d'une capacité d'une lucidité, d'une capacité d'analyse exceptionnelle, justement qui a permis de focaliser sur des problèmes de société que maintenant, en anticipant sur des crises alors qu'ils sont venus après. Il a bien prévu, parce que c'est l'un des rares qui avait prévu la crise des subprimes en 2008. Hein. Donc, il a prévu les effets négatifs, évidemment, de la crise climatique, ce qui s'est passé, etc. Avec ses idées, on peut dire influencé, je dirais beaucoup plus que Hans Jonas, toute une génération de militants, ou d'adhérents, ou de sympathisants, d'écologistes à partir des années 70, justement, après la publication de son livre Écologie politique, qui a été tout de suite traduit en plusieurs langues. Donc, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Donc il était un homme, je dirais, très modeste, qui ne cherchait pas, il n'avait pas de charisme, peut-être. Il n'était pas présent, donc à son vivant, il n'était pas souvent invité, on n'entendait pas la radio, la télévision, il ne participait pas à ces débats où les intellectuels, où les Français, les écrivains, les philosophes se reproduisent leur image dans les médias, n'est-ce pas? Donc il était très modeste. Un homme de grande modestie, mais très concentré sur son travail. Un homme qui écrivait tout le temps. Il y avait une œuvre immense. Par exemple, le Fondement moral, le livre de 600 pages, il a écrit 3 fois plus. Il a en réalité fait 1800 pages. Les autres sont dans les archives, qui ne sont pas publiées. Donc on n'a pas publié seulement une partie. Donc, alors, il ne connaît pas, n'avait rien d'un mandarin universitaire, hein, qui avait des étudiants, qui faisaient des cours magistraux, etc. C'était plus modeste, il voulait tout simplement, avec ses publications, participer à un débat sur l'avenir de notre société, sur la crise, sur l'avenir de la société, et indiquer une voie de sortie. La significative, on pourrait citer, par exemple, le dernier, voilà, je sais bien quel a été son dernier texte. Il est mort, je vous ai dit, par suicide le 22 septembre 2008. Alors, au mois d'août, son dernier texte date du mois d'août 2007 et intitulé « La sortie du capitalisme a déjà commencé ». Et c'est dans ce texte, alors il dit, évidemment, voilà, ça a été repris dans la revue, publiée dans la revue Ecoref, et repris évidemment dans son dernier livre, Ecologica. Là, vous avez ce texte, c'est tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, et il faut dire aussi, pour le protéger un peu contre le reproche qu'il soit un utopiste, voilà, donc un rêveur, donc, c'est tout à fait, ce serait tout à fait irréaliste. Donc, il avait très. Il dit tout simplement, c'est ça, il a prévu que nous sommes, soi-disant, à un croisement des chemins. La société, cette société de consommation, super industrialisée, super technologisée, elle évolue, elle est dans un état de crise, elle évolue, n'est-ce pas? Mais elle évolue dans un sens. Nous serons bientôt à notre croisement de chemin. Alors, ou bien nous réussirons le tournant écologique, humaniste, démocratique, convive, une direction d'une société coopérative et viste et conviviale, ou bien nous réussirons ce tournant aussi du renouvellement énergétique, etc., tous ces problèmes. Et sinon, alors ce sera la chute de la barbarie. Voilà, c'est pourquoi écosocialisme ou barbarie. Alors nous avons ça. Ce croisement de chemin, ou bien nous allons nous orienter en prenant évidemment comme père les recommandations, les crises, les analyses qu'il a fait,
Non, alors il dit il n'y a aucune garantie. Il est très réaliste, disons. Il n'y a aucune garantie que ça marche. Il n'y a pas d'optimisme militant chez Gortz, à la différence d'Ernst Bloch, par exemple. Non, il dit non, il n'y a pas une garantie que ça marche. Mais si ça ne marche pas, ce sera la chute de la barbarie. Alors il vaut mieux que nous allons entreprendre, fassions un dernier effort collectif, prendre à bras le corps ces problèmes la nécessité du renouvellement démocratique et écologique de notre société, n'est-ce pas? Ou bien, c'est là, alors, beaucoup d'indices indiquent que c'est plutôt, nous sommes malheureusement plutôt sur la voie maintenant de la barbarie. Hein. La barbarie, elle existe, il dit en Afrique, etc., etc. Nous avons deux guerres. Cette guerre en Ukraine, cette guerre, ce qui se passe à Gaza, n'est-ce pas la barbarie? N'est-ce pas? Donc nous sommes sur la voie, on peut dire ça, contre Gortz, n'est-ce pas? Mais lui, il faut dire aussi, souvent, il n'a jamais perdu l'espérance qu'on puisse quand même, rien que les hommes peuvent devenir un jour raisonnables et s'engager sur cette voie hein, qu'il indique. Voilà, il n'a pas perdu cette espérance hein, jusqu'à sa mort, en septembre 2000. Voilà, merci. On va peut-être s'arrêter là-dessus. Hein. Écosocialisme ou barbarie. On a une petite réception derrière. C'est peut-être aussi l'occasion encore de poser des questions, peut-être aussi sur des sujets un peu plus controversés. Voilà, il y a donc quelques livres qui sont au fond, à côté de Léonie. Voilà, c'est au prix d'amitié, 10 €.